accueillir sur notre plateau deux jeunes reporters, Carole et Christian, Bonjour. qui viennent nous exposer leur thèse. Afin de pouvoir approfondir leurs recherches, nous allons leur poser quelques questions. Quel a été l'élément déclencheur de la Révolution ? Le premier élément déclencheur a tout d'abord été la mort du jeune Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010. Il s'est donné la mort par immolation à l'âge de 26 ans. Mohamed faisait partie de ces jeunes vendeurs de fruits et légumes sans autorisation, à la recherche d'un boulot stable dans une région fortement touchée par le chômage. Il voit sa marchandise alors confisquée par la police. Le lendemain, des centaines de jeunes se sont réunis sur la place du gouvernorat pour protester, mais les forces de l'ordre ont rétorqué à coups de matraques et de bombes lacrymogènes. Le 5 janvier, Mohamed s'éteint à la suite de ses blessures. Une vague de suicides a envahi alors le pays. On estime entre 14 et 20 le nombre de morts en l'espace de 3 semaines. Les protestants luttent et dénoncent le chômage ainsi que l'abus de pouvoir lors de manifestations avec comme slogan « Liberté, dignité et travail ». Les manifestants appellent le peuple entier à se soulever. Le message est alors compris. Mais pouvez-vous nous dire quelles ont été les politiques économiques durant les années précédentes ? Tout à fait. En 1960, avec l'arrivée au pouvoir d'Habib Bourguiba, le taux d'accroissement démographique augmente sensiblement, passant ainsi à 6 enfants par femme. En 1971, le régime offshore, consistant à réduire l'effet négatif sur les exportations, est mis en place. Le régime favorise les entreprises exportatrices. Ce régime a permis d'attirer les investissements étrangers et de créer des postes. Mais ce système ne pouvait pas être fiable à long terme pour assurer une croissance élevée. C'est alors en 1990 que Zine El Abidine Ben Ali devient président. La Tunisie connaît alors un ralentissement de sa croissance démographique, mais une accélération de sa transition démographique. Ce sont les symptômes d'un pays en voie de développement. L'aide à l'éducation n'a-t-elle pas entraîné, voire accentué un taux de chômage important des jeunes ? Avec une inflation modérée, un endettement plutôt rassurant et des déficits maîtrisés, tout semblait aller pour le mieux. En regardant de plus près, le taux de chômage important des jeunes, celui-ci trahit la stabilité du pays et donc pose problème. Dans un pays qui avait tant investi dans l'éducation des jeunes, dire que c'est un chômage de diplômés apparaît comme une faillite. La pyramide des âges de 2010 montre un fort taux de 20-35 ans représentant 19% de la population. Et quand on regarde le taux de chômage, les 14% de taux de chômage, excusez-moi, la catégorie des 18-30 ans est excessivement élevée contrairement aux autres classes. La priorité ciblée sur l'éducation a produit une forme de surproduction de diplômés. L'université tunisienne n'a cessé de fabriquer des diplômes et d'ignorer l'insertion professionnelle. C'est donc devenu une véritable usine à chômeurs. Un excédent de la demande qui permet aux employeurs de baisser les salaires et de renforcer la précarité au lieu de la résoudre. Le taux de chômage important des jeunes n'est-il pas dû à un développement non maîtrisé ou est-ce le fait que le monde est en crise aujourd'hui ? Le taux de croissance avoisinant les 5% aurait pu être de 3 points au-dessus d'après la Banque mondiale. En 2009, la Banque mondiale accorde un prêt de 250 millions de dollars pour favoriser le développement afin d'améliorer la capacité des entreprises tunisiennes à entrer sur le marché d'exportation. Or, les Tunisiens favorisent les PME, qui sont les petites et moyennes entreprises. Ils préfèrent se tenir au minimum et faire des économies. C'est le phénomène de parcimonie. Or, ce n'étaient pas les PME qui étaient susceptibles d'employer la jeunesse et donc de faire baisser le chômage. Il ne faut pas oublier également que le pays vit sous une dictature et qui pratiquait des actions parasitaires avec Leila Ben Ali, la femme de Zine El Abidine Ben Ali, accusée de corruption et de détournement d'argent. Ceci dit, il faut savoir que l'indicateur de développement humain de 7,5 est en constante augmentation, et son PNB et PIB est également en augmentation. Or, les habitants se plaignent de ne pas voir la différence et de toujours avoir vécu dans une pauvreté extrême. Ceci s'explique par le fait que les... excusez-moi. Allez-y, reprenez. Et pourtant, pour la majorité des habitants, la pauvreté a donc toujours été là. Ce qui a conforté le pays dans son développement, derrière se cache en réalité
une réalité plus triste, le chômage des diplômés et les disparités entre les régions. Comment expliquez-vous que les habitants n'aient pas vu l'apparition de cette transition, tandis que d'autres oui? L'évolution de la Tunisie, après l'indépendance, a été caractérisée par un double fossé spatial. Le développement de la zone côtière et le renforcement de la capitale, Tunis, et cela s'applique à l'agriculture, l'industrie, les services et les infrastructures, tels que le tourisme, les ports et les aéroports. Suite à cela, la répartition des villes montre clairement le fossé entre les zones côtières et l'intérieur du pays, et la concentration des villes sur le littoral de l'Est, en particulier dans le nord, près de Tunis. Tunis, Sousse et Sfax monopolisent l'attraction, le dynamisme de l'économie grâce à leur position spatiale proche de la Méditerranée et des grandes puissances économiques mondiales. De cette façon, les trois villes phares de ce pays peuvent bénéficier d'une attractivité et peuvent également mettre en place des pôles d'innovation pouvant se mesurer à la compétitivité mondiale. Les entreprises de Tunis, Sfax et Sousse se basent sur trois critères d'évaluation: la diffusion de leur innovation, le développement du marché de consommation, ainsi que la satisfaction des besoins sociaux dans un pays en développement. Ces trois villes mènent clairement le pays au devant, défavorisant les autres régions de l'intérieur de la Tunisie. Ce sont donc ces régions-là les plus touchées par le chômage. Mais aujourd'hui, où en est-on réellement? En plus de la forte baisse des recettes touristiques, moins 51% tout de même dans un pays qui vit essentiellement du tourisme, ainsi que le fort taux de chômage, le pays doit désormais faire face à la flambée des prix des matières premières, car la stabilité politique et sociale ne sera jamais garantie sans la stabilité économique. Et pour cela, il faut guérir la Tunisie de son taux de chômage. D'accord, mais quelles sont les mesures mises en place? Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle tente de résoudre en mettant en place un programme d'urgence agissant sur 4 axes. Le premier étant de stimuler la création de nouveaux postes, le deuxième étant de développer l'entrepreneuriat, soutenir les entreprises et préserver les emplois, ainsi qu'accompagner les demandeurs d'emploi et développer leur employabilité. Et dans quel secteur? Eh bien écoutez, 20 000 recrutements dans la fonction publique, 20 000 recrutements dans l'armée, ainsi que 20 000 recrutements sont prévus dans le secteur privé. Eh bien, merci. Merci pour ces réponses qui nous ont éclaircies. Nous en savons désormais beaucoup plus sur les raisons qui ont poussé le peuple à se soulever.